Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici aujourd'hui pour vous parler de tous ces patients qui, comme moi, on se retrouve sans voix et qui encore aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les EHPAD, sont face à des soignants qui fuient leur regard et face à des visiteurs qui hésitent à venir les voir. Voilà une petite vidéo explicative de ce que j'ai dû mettre en place parce que j'ai constaté que effectivement dans ces circonstances et dans les services hospitaliers on manquait certainement de moyens pour pouvoir donner la parole à tous ces patients qui ne peuvent pas la prendre. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de revenir ici et c'est bien aussi pour ça que je témoigne. Je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier tous ici, pour tout ce que vous faites au quotidien, pour tout ce que vous engagez comme énergie au service de nous tous, les patients, et pour tout ce travail que vous avez accompli avec bienveillance, pour toutes vos recherches et obtenir que cette chimie puisse me rétablir dans l'état où je suis aujourd'hui. Alors ce n'est pas que pour moi que je parle, mais c'est, je pense, pour tous les patients que vous sauvez ou que vous accompagnez du mieux que vous pouvez. Alors vraiment un grand merci. Et puis... c'est l'occasion aussi de dire merci à notre vieille dame de quelques 80 ans, notre vieille sécurité sociale, qui a dépensé sans compter alors que j'étais en réanimation et qui m'a remise sur pied. Et ça, c'est pas banal non plus. Faut peut-être pas trop qu'on le banalise parce que il y a sûrement des choses à améliorer, mais quand même, c'est quand même magnifique de pas avoir ruiné la famille sur 3 générations pour me sortir de là. Alors, effectivement, j'ai été tétraplégique. En 48 heures, j'ai été trachéotomisée et donc je ne parlais pas. Alors, la tétraplégie, c'est pas drôle du tout. On peut pas bouger, on peut vraiment rien faire, mais c'est pas très grave. Vu parce que, par mon parcours, ce n'est pas la tétraplégie qui était problématique. Ce qui était problématique, c'était cette absence de communication. C'était le fait de sentir très souvent mon dernier moment arrivé et de ne pas pouvoir dire je t'aime au mien, de ne pas pouvoir régler des problèmes familiaux avec certains de mes enfants, de ne pas pouvoir les apaiser et de me dire je vais partir et je vais les laisser continuer de vivre avec le poids peut-être de la culpabilité toute leur vie. Et ça, je n'en voulais pas, mais je n'ai pas pu l'exprimer. Alors heureusement, j'ai pu revenir à la vie et ça n'avait peut-être pas tellement lieu d'être, mais quand même. Donc j'ai mis au point un outil très simple en papier carton, intentionnellement, pour que tous les services puissent s'équiper. L'idée, c'est de pouvoir donner la parole via un langage visuel à tous ces patients qui sont... on l'a évalué approximativement 600 000 en France chaque année.
Là, on ne vise pas les grands malades qui vont rester dans cette situation avec uniquement les yeux pour parler pendant des années. Ces personnes-là ont des moyens technologiques très pertinents, très performants. Je parle simplement de tous ceux qui sont en fin de vie, à l'EHPAD, tous ceux qui sont en service de réa, ventilés comme dans cette période de Covid. Tous ceux qui ont un AVC, qui ont Parkinson, donc beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sans aucune solution et qui se retrouvent exactement comme je l'ai été il y a quelques années. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc un moyen simple et efficace de pouvoir exprimer le minimum. Le minimum, ça permet de ne plus avoir de regard qui fuit en face de vous. Parce que les regards fuient, parce que les personnes sont tellement désemparées en face de vous, que ce soit les soignants ou les visiteurs, qu'ils fuient votre regard, qu'ils vous évitent. Petit à petit, vous avez votre chambre qui se désertifie, vous avez des soignants qui évitent de tourner leur regard vers vous lorsqu'ils passent devant votre porte de chambre. Petit à petit, votre estime de soi baisse. Petit à petit, votre dignité en prend un coup. Et petit à petit, vous vous sentez devenir objet de soin. Alors, non pas qu'on vous fasse ressentir que vous êtes un objet de soin, mais qu'est-ce que vous êtes pour vous-même, sinon un objet de soin, puisqu'à chaque instant de votre vie, on déplace cette carapace, ce poids charnel, inutile et totalement incompétent. Vous n'avez pas besoin, dans ce cas des autres, pour comprendre que vous êtes un objet de soin, vous l'êtes par vous-même, par définition. Donc, communiquer, c'est beaucoup plus que demander ou dire des choses, ça va beaucoup plus loin. Et lorsque l'on est dans cette situation d'objectisation, eh bien, on n'a plus envie de rester, on n'a plus envie, clairement, on n'a plus envie de vivre. Et j'ai envie de porter la voix de tous ces gens qui sont aujourd'hui dans les services partout en France et dans le monde et qui ne disent pas leur dernier mot et qui n'ont plus envie de rester. Donc c'est aussi pour cela que, ayant eu la chance, parmi tellement d'autres qui ne l'ont pas eu, de pouvoir en revenir, j'ai voulu témoigner par un petit ouvrage qui est un document extrêmement pratique à l'usage des aidants, à l'usage des soignants, parce que tout le monde étant désemparé, tout le monde est très maladroit. Personne ne sait quoi faire, alors on évite de venir. Donc il faut résoudre cela au plus vite et puis aider tous ces aidants et ces visiteurs à comprendre ce qui se passe dans un service hospitalier. Je me suis rendu compte à ma grande surprise que il n'y avait pas de document qui expliquait comment on visitait un malade en service de réanimation, en soins intensifs, ce qui n'a rien à voir avec un service de maternité. Vous avez des conditions de visite qui sont quand même extrêmement draconiennes et souvent les patients arrivaient assez tendus en se disant voilà, on m'a fait patienter. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que les soignants avaient du travail derrière. Donc je crois que c'est important de l'expliquer, d'autant plus en étant patient soi-même, qu'il faut respecter le travail des soignants. Mais il faut aussi, je pense, pour que tout se passe bien, arriver à constituer une équipe à trois entités, entre le patient, entre les soignants et entre les proches. Parce que les patients dans cette situation sont des éponges à émotions et dès qu'il y a des tensions, c'est épouvantable pour eux. Ils vivent quasiment un syndrome de Stockholm. Alors voilà, j'ai voulu faire ce retour d'expérience. Peut-être c'est ambitieux, mais un peu redonner l'envie de vivre à des patients. Et je pense aussi que dans le contexte actuel du désamour des soignants avec leur métier,
j'ai pu noter que le fait que les soignants aient une solution et soient en capacité d'exprimer leur désarroi face à leurs patients, et découvrir qu'ils pouvaient trouver un moyen de s'exprimer, eh bien, ça leur permet de retrouver du sens à leur métier, et ils sont beaucoup plus constructifs avec ce type de patients. Voilà, donc n'oubliez pas nos 600 000 sans voix. Et je serais ravie de m'entretenir avec n'importe qui d'entre vous à ce sujet-là, parce que c'est un sujet très important. Merci beaucoup.